Bonne question. Maintenant, nous accueillons Véronique Darcel, travaille à Bordeaux et qui est une des pionnières en France de la chirurgie percutanée du pied, qui a pris un essor considérable ces 20 dernières années. Donc, elle va nous expliquer son évolution. À tous, Madame la Présidente, Madame, Messieurs, mes chers collègues, je vais vous parler aujourd'hui de la chirurgie percutanée de l'avant-pied en 2025. Donc, on va revenir ensemble sur la définition de cette chirurgie et son application aux principales pathologies de l'avant-pied, l'hallux valgus, les métatarsalgies, le quintus varus et les déformations des orteils latéraux. La chirurgie percutanée de l'avant-pied date du début des années 2000, grâce à la popularisation et à la diffusion d'instruments permettant de la réaliser, en particulier les fraises de chirurgie percutanée. Il y a déjà eu plusieurs présentations de chirurgie percutanée devant cette assemblée, en particulier une de mon mentor, le docteur Lafenêtre, en 2013, sur la chirurgie du premier rayon. La chirurgie percutanée de l'avant-pied, il y a souvent une confusion entre le mini-invasif et le percutané. Le percutané désigne l'ensemble des techniques chirurgicales qui se réalisent en faisant des incisions ponctiformes sur la peau. Le percutané est donc une voie d'abord et en aucun cas une technique chirurgicale. Cette technique utilise des instruments dédiés, lames de beaver, fraises d'ostéotomie et tous les gestes osseux sont réalisés sous contrôle radiologique. Je vais vous proposer un premier focus sur la chirurgie de l'hallux valgus, cette pathologie extrêmement fréquente qui touche 30% de la population âgée, 2% des enfants. Dans la majorité des cas, comme on l'a déjà dit, ce sont les femmes qui sont atteintes, avec un début de symptômes autour de la quarantaine ou de la cinquantaine. Il y a eu un énorme essor sur la chirurgie percutanée de l'avant-pied, comme en témoignent les publications PubMed, en particulier depuis 2007 et l'avènement du percutané fixé. On va d'abord faire un petit focus sur la chirurgie utilisant des ostéotomies distales pour traiter les déformations d'hallux valgus. 4 générations de chirurgie se sont succédées. La première consistait en des ostéotomies de soustraction non fixées et maintenues par le pansement. Aujourd'hui, en France, elles sont très peu utilisées, principalement pour des déformations de très faible amplitude. La deuxième génération offrait une ébauche de fixation. On venait sectionner au niveau du col du métatarsien une coupe verticale extra-articulaire, une translation de la tête du métatarsien qui était maintenue par une broche externalisée, d'où un taux infectieux plus important qui fait qu'on l'utilise très peu actuellement en France. On passe à cette fameuse année 2017 avec les premières descriptions du chevron percutané fixé par un Français, le docteur Vernois. La troisième génération, ce sont des ostéotomies en chevron, donc avec une coupe en L inversée de profil. Une fois la coupe réalisée et la translation réalisée, elle est fixée par 1 à 2 vis mises en place en percutané. La chirurgie de quatrième génération est très proche de celle de troisième génération et les deux cohabitent en même temps. Cette fois-ci, la coupe est verticale et à nouveau, après la translation, on a une fixation par 1 à 2 vis. Pour vous illustrer ceci, voici un exemple de chirurgie percutanée de l'hallux valgus sur une déformation modérée à sévère. Ici, c'est une ostéotomie de troisième génération type chevron. Et vous pouvez voir un résultat cosmétique intéressant en plus du résultat clinique et radiologique. L'objet de mon propos, c'est surtout de vous montrer que ce n'est pas seulement une technique esthétique, que maintenant les résultats sont validés et sûrs dans cette technique. Depuis 2016, on voit apparaître des études comparatives. Celle de 2016, c'était vraiment sur la troisième génération avec le percutané fixé avec une vis. Et déjà, on ne retrouvait pas de différence significative sur les critères cliniques, radiologiques et de complications. Si on reprend maintenant les publications les plus récentes de 2024 et de 2025, ici vous avez une revue de la littérature de 2024 qui trouvait des résultats équivalents ou supérieurs à la chirurgie distale à ciel ouvert sur les critères cliniques, radiologiques de douleur et de temps de récupération.
toujours en 2024, une revue de la littérature qui met un focus plus important sur les déformations sévères d'hallux valgus, comme Pierre vous a exposé tout à l'heure, qui permet, avec des ostéotomies distales percutanées, de traiter des déformations sévères, ce qui n'était pas le cas avec des ostéotomies distales jusqu'alors. Enfin, depuis 2024, il y a eu 4 études prospectives comparatives. Cette première qui ne retrouvait pas de différence significative sur les critères cliniques, radiologiques et de complications, mais qui mettait en évidence une meilleure mobilité post-opératoire, en particulier en flexion dorsale après les ostéotomies de 3e génération, c'est-à-dire le chevron percutané fixé, et moins de douleurs précoces que dans le ciel ouvert. Cette deuxième étude prospective comparative, à nouveau, pas de différence significative sur les critères majeurs, mais une cicatrisation plus rapide en percutanée, ce qui est logique avec des cicatrices plus petites. Enfin, la dernière s'intéresse uniquement à la période précoce post-opératoire. Pas de différence significative à court terme pour les critères radiologiques et cliniques, mais moins de douleurs précoces, des scores à O-phase supérieurs dans les temps précoces et moins d'œdème. Enfin, la dernière étude ne comparait que les chirurgies de 3e et 4e génération percutanées. Et là encore, pas de différence sur les critères radiologiques. C'était une étude exclusivement radiologique. Et des choix entre les deux qui se font plus suivant le confort du chirurgien et la géométrie de la déformation. Donc, le chevron percutané, c'est désormais quelque chose d'assez validé dans la chirurgie percutanée de l'avant-pied. Maintenant, il y a encore d'autres techniques qui sont plus à l'étude, comme le lapidus en percutané, qui est plus au stade d'évaluation et de description technique de faisabilité. Et l'arthrodèse métatarso-phalangienne, qui est aussi réalisable en percutané, avec dans cette revue de la littérature des résultats équivalents à ciel ouvert, toujours sur les mêmes critères cliniques, radiologiques et de complications. Comme je vais vous faire un panorama assez complet, je passe assez vite d'une indication à l'autre. On va parler maintenant des métatarsalgies. Ce sont ces douleurs ressenties sous les têtes des métatarsiens médiaux, comme une brûlure, un échauffement plantaire. C'est extrêmement fréquent, c'est 10% de la population. Et on peut dire qu'environ presque tout le monde va le sentir au moins ce symptôme à un moment de sa vie. Un des traitements possibles de ces métatarsalgies, ce sont les ostéotomies des métatarsiens centraux. Pierre l'a beaucoup développé tout à l'heure sur le veil et aussi sur les ostéotomies percutanées. Là, je vais mettre un petit focus sur les ostéotomies métaphysaires, minimales et invasives, distales non fixées, les DMMO. Ici, vous avez le principe des DMMO. On va réaliser une coupe extra-articulaire non fixée au niveau des cols des métatarsiens. Se fait par un mouvement de supination au niveau du poignet. Vous pouvez le voir ici. Le but étant de venir sectionner au niveau du col du métatarsien pour obtenir un effet de recul par les tractions musculaires et un effet d'élévation par la remise en charge précoce. En général, on le compare au gold standard de la chirurgie à ciel ouvert, c'est-à-dire l'ostéotomie de Weil. Dans cette première revue de littérature, on retrouve pas de différence dans le traitement des métatarsalgies sur les critères cliniques, radiologiques et de complications. Dans cette étude de 2018 qui prenait et des métatarsalgies et de l'instabilité métatarso-phalangienne, on retrouve toujours une efficacité dans le traitement des métatarsalgies, mais apparaît une limite dans les luxations métatarso-phalangiennes qu'on ne peut pas réduire quand elles sont sévères par cette technique. Ensuite, dans cette troisième étude, on voit des choses qui sont finalement assez logiques. Le geste opératoire est plus rapide, il est aussi plus irradiant. On retrouve des meilleures mobilités après les DMMO, mais c'est un critère qui n'était pas significatif dans l'étude. Et sinon, des résultats, encore une fois, équivalents sur les métatarsalgies. Pour pallier aux insuffisances des DMMO qui permettent difficilement de traiter soit une métatarsalgie isolée, soit des luxations métatarso-phalangiennes, on est actuellement en train d'évaluer des nouvelles techniques. Une de ces techniques, c'est le DICMO, c'est une ostéotomie intra-articulaire, c'est un désépaississement intra-articulaire qui est destiné à traiter soit des syndromes du deuxième rayon au stade d'instabilité sans luxation, soit des métatarsalgies isolées sur un ou deux métatarsiens.
L'autre évolution que Pierre vous a montrée tout à l'heure, ce sont les ostéotomies obliques qui permettent d'obtenir un plus grand recul. Ces ostéotomies peuvent être indiquées pour traiter soit des métatarsus adductus, soit abductus, des clinodactylies, c'est-à-dire des déformations dans le plan horizontal des orteils, mais aussi dans certains cas pour les luxations. Ici, un exemple de DMMO oblique convergent pour traiter une déformation en abduction. Et là, à l'inverse, des domos divergents pour traiter une déformation en adduction. On peut également les utiliser pour obtenir un plus grand recul, comme Pierre l'a discuté tout à l'heure. Ici, c'est un patient avec une luxation métatarso-phalangienne. Le domo a permis d'avoir un recul suffisant et avec l'aide d'un brochage d'arthroryse temporaire, comme nous l'a développé Barbara, on a pu obtenir une réduction de la luxation. Je passe encore du coq à l'âne pour vous parler du quintus varus. Alors là, c'est le pendant de la lux valgus, mais sur le bord latéral du pied. Encore une fois, une affection fréquente qui touche 15 à 16% de la population. Cette fois, la gêne est par conflit au bord latéral de la chaussure. On parle aussi de déformation du tailleur, tailleur bunion ou de bunionnette. Cette déformation est un petit peu plus fréquente chez les caucasiens. Là aussi, l'apport du percutané est très intéressant parce que non seulement on a des résultats cliniques et radiologiques équivalents, dans la dernière revue de la littérature qui date de 2025, on a aussi moins de complications qui étaient souvent liées à l'utilisation du matériel dans le ciel ouvert. Pour vous illustrer cela, voici un exemple de cas clinique avec ce monsieur chaudronnier qui était très gêné dans ses chaussures de sécurité et l'ostéotomie percutanée du 5e métatarsien qui a permis de résoudre son problème. Enfin, dernier focus sur les déformations des orteils latéraux et non les griffes, pour faire plaisir à Barbara qui est ici présente. Ces déformations sont extrêmement fréquentes, 30 à 60% de la population, et surtout un retentissement sur la qualité de vie qui est très important, avec une gêne à la marche, au chaussage, mais aussi une augmentation du risque de chute chez les sujets âgés. La FCP a été particulièrement motrice dans le démembrement de ces déformations, puisque jusqu'alors, dans les publications scientifiques, on retrouvait toujours des termes anglo-saxons qui étaient non systématisés. Nous avons pu développer, sur l'impulsion de Barbara Piclet qui est présente, une nouvelle classification simple, rapide, reproductible et systématisée. C'est aussi une classification exhaustive. C'est la seule pour laquelle la reproductibilité inter- et intra-observateur a pu être démontrée. Elle est plus précise que les déformations anglo-saxonnes. Vous voyez par exemple le terme amorto, ça correspond à 4 types différents de déformations. Dans la classification de la FCP, on va décrire la position de chaque segment de phalange par rapport à la position anatomique de référence de proximal en distal. Dans le plan sagittal, le plus fréquemment, et aussi dans le plan horizontal lorsque c'est nécessaire. Le but de cette classification, c'est de pouvoir à terme proposer une approche systématisée pour les différentes déformations des orteils. En percutané, on dispose de nombreux gestes pour traiter les déformations des orteils latéraux. On a développé petit à petit des ténotomies sélectives. Ici, sur la vidéo, c'est une ténotomie du long fléchisseur du 3e orteil qui est réalisée. Et voici ce que ça peut donner sur ce patient qui avait une déformation en flexion de l'interphalangienne distale que vous voyez sur l'image de gauche, et à droite qui avait la même déformation et qui a une ténotomie du long fléchisseur. Donc, vous voyez que les conséquences fonctionnelles ne sont pas si énormes. Ensuite, nous avons également développé, là c'est un travail de l'équipe de Barbara, sur les ténotomies sélectives du court fléchisseur pour les déformations en flexion de l'interphalangienne proximale. Cette ténotomie s'associe systématiquement avec une arthrolyse de l'interphalangienne proximale. Et on dispose également de gestes de ténotomie des extenseurs pour les déformations avec une hyperextension au niveau de la métatarsophalangienne.
À ces gestes sur les parties molles, on peut associer différents types d'ostéotomie, uni ou bicorticale, suivant la déformation qu'on souhaite corriger. Les déformations unicorticales sont réalisées à l'aide de fraises sous contrôle scopique. Le but est de corriger, dans le cadre d'une ostéotomie unicorticale, une déformation dans un seul plan de l'espace, ici une déformation sagittale. Une fois l'ostéotomie réalisée, on va pouvoir, par un mouvement de flexion, améliorer la position de l'orteil. Si on souhaite en plus raccourcir ou traiter une rotation, on va devoir faire une ostéotomie complète, bicorticale. Ça peut aussi permettre de traiter des déformations dans le plan horizontal avec des ostéotomies de soustraction ici à base médiale, toujours réalisées sous contrôle scopique. De la même façon, on peut réaliser des ostéotomies uni ou bicorticales au niveau de la phalange intermédiaire, en fonction du type de déformation qu'on veut corriger. Donc actuellement, aujourd'hui, l'actualité de la chirurgie de l'avant-pied, c'est d'essayer de déterminer une stratégie. Donc, dans la dernière publication qu'on a fait avec le docteur Piclet, on s'est attaché à décrire par type de déformation une approche de proximale à distale, systématisée pour les déformations de l'avant-pied, pour les déformations des orteils latéraux. Voici des exemples de résultats avec les algorithmes décisionnels qu'on a pu développer. Ici, une déformation en flexion de l'interphalangienne proximale et en extension de l'interphalangienne distale, anciennement col de cygne, traitée par l'association d'une ténotomie du court fléchisseur et de l'ostéotomie unicorticale de la phalange proximale. Et ici, un autre exemple de déformation type crossover toe, donc en complément bien sûr de la chirurgie de l'hallux valgus qui était prérequis nécessaires, on a pu traiter la déformation du deuxième orteil en associant des gestes de ténotomie de l'extenseur à une fusion à ciel ouvert de l'interphalangienne proximale. On aurait aussi pu la réaliser en percutanée aujourd'hui. Donc, mes conclusions sont qu'il y a eu des avancées extrêmement significatives dans la validation scientifique de ces techniques, avec de nombreux travaux qui sont toujours en cours et un potentiel de développement qui reste immense pour cette chirurgie. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, vous faites toute une gamme d'opérations. Ma question, c'est est-ce que ça fait mal? Alors, pourquoi je vous pose cette question? Parce que on s'intéresse beaucoup à l'académie et à l'office surgery. Il y a tout un tas de gestes en France, les collègues qui font les canaux carpiens, enfin bon, c'est mieux que moi. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous avez des actes qui sont susceptibles d'être faits en cabinet, si j'ose dire, hein, que ce soit dans un établissement ou en ville? Alors, la FCP avait été sollicitée par la Société française d'orthopédie Mm. pour ce sujet. On a proposé surtout des gestes de ténotomie sélective parce qu'il n'y a pas que la partie douleur, en fait. Il y a aussi la partie asepsie et les gestes osseux sont habituellement réalisés dans des salles ISO 5, enfin les normes les plus hautes d'asepsie, qui ne sont pas présentes dans nos bureaux de consultation, qui ne permettent pas non plus, lorsqu'on met en place du matériel, de faire de l'antibioprophylaxie. Donc, on peut faire certains gestes assez limités en office surgery, mais je ne pense pas que ce soit le principal intérêt. Pour ce qui est de la douleur, pour la première partie de votre question, ce qui a révolutionné la chirurgie du pied ces dernières années, c'est les progrès de l'anesthésie loco-régionale, alors qui sont généralement faites, certes par quelques chirurgiens, mais la plupart du temps par les équipes d'anesthésie. On sait que dans la chirurgie de l'avant-pied, c'est les 48 premières heures qui peuvent être les plus douloureuses. Ça a été montré dans toutes les études. Et grâce aux anesthésies loco-régionales, on arrive à couvrir cette période, grâce à l'adjonction, par exemple, de corticoïdes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une chirurgie qui est peu douloureuse, mais grâce à une prise en charge multidisciplinaire. Bien, merci beaucoup, Véronique. D'autres questions? Sinon, on va passer à la dernière communication, puisqu'il faut finir à peu près à 5 heures. Je voulais juste dire un truc pour une question qu'on a posée tout à l'heure. Il y a des gènes qui ont été identifiés dans le développement d'un hallux valgus. Donc, on peut faire un certain nombre de choses, limiter les facteurs de risque, ne pas porter des chaussures très serrées si on a des antécédents familiaux, par exemple. Mais il y a quand même un facteur de risque génétique identifié.